Oui, c'est bon, ça marche. Je crois que c'est bon. Ouais. Bonjour à tous. Bonjour Victor. Bonjour. Bienvenue. Merci. Merci à toi d'être parmi nous pour cette édition, cette première édition nantaise de Zero to One. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis ravi. Et c'est un vrai plaisir, d'autant plus, alors pour me présenter assez rapidement, parce que c'est pas le but du sujet. Moi, je suis Marion, la fondatrice de Bolder, et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat après 12 ans dans la vente. Donc, c'est des sujets qui m'intéressent d'autant plus, et notamment particulièrement celui d'aujourd'hui qu'on va voir ensemble. Où tu vas nous raconter du coup l'aventure, celle-ci, ton aventure, et notamment votre dernière levée de fonds de 55 millions d'euros et la façon dont vous avez réussi à consolider votre position sur ce marché concurrentiel. Très concurrentiel. Du coup, est-ce que tu peux rapidement, on va rentrer un peu plus dans le détail dans ton parcours. Est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement et dire ce qu'est aujourd'hui celle-ci? Bien sûr. Je m'appelle Victor. J'ai 35 ans. Je suis CEO de Celsi. Celsi, c'est une boîte qui fête ses 15 ans ce mois-ci. Et je dirais qu'en 15 ans, malgré toutes les aventures, la mission de celle-ci est restée la même. Et c'est tout simplement de simplifier la gestion commerciale et administrative des TPE et des PME. C'est ça notre marché, les petites et moyennes entreprises depuis toujours. Et pour faire ça, on a évidemment beaucoup itéré. On a commencé avec la facturation, qui était vraiment le point de départ de notre produit. Puis ensuite, on a ajouté une brique de CRM. Et aujourd'hui, on a vraiment une suite très complète qui permet de gérer tout son cycle de vente et même au-delà, en gérant le marketing, les ventes, la facturation et même la trésorerie sur une seule et même plateforme. Et pour me présenter un peu plus, moi je n'ai pas fondé celle-ci. J'ai rejoint celle-ci il y a maintenant 8 ans, donc à peu près mi-parcours sur ces 15 années. Et j'ai eu plusieurs rôles dans la boîte avant de prendre le rôle de CEO il y a 3 ans maintenant. Et peut-être dernier point pour nous positionner sur celle-ci, on est une solution rochelaise à la base. On a été créé à La Rochelle, on est maintenant à La Rochelle et à Bordeaux. Donc pour des Nantais, on est plutôt des sudistes, on va dire. On est présent en France, qui est notre marché principal, sur lequel on a aujourd'hui 10 000 clients, mais également en Espagne, où on a lancé un bureau à Barcelone, sur lequel on a aussi à peu près 10 000 clients aujourd'hui. Alors, tu dis que tu as eu différents rôles en 7-8 ans. Un parcours quand même assez impressionnant, parce qu'en 7 ans, c'est assez simple, hein, il suffit d'aller voir ton profil sur LinkedIn. Il y a 3 blocs: CFO, COO, CEO. Voilà. Efficace. Quelles ont été les étapes finalement pour avoir une progression en interne aussi rapide, et qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui dans ton rôle de CEO? J'étais fan d'Isnogood quand j'étais petit, donc je voulais... Non, pas du tout. Non, je pense que c'est une conjonction de hasard, de rencontres et de complémentarité avec les fondateurs de la boîte, parce que tout part de ma rencontre avec les fondateurs de celle-ci il y a peu plus de 8 ans. Pour la petite histoire, je les ai rencontrés parce que moi j'étais rochelais d'origine, j'ai grandi à La Rochelle, je n'habitais plus à La Rochelle depuis plus de 10 ans. Mais celle-ci c'était la start-up rochelaise et j'ai découvert celle-ci en scrollant French Web et en regardant des articles, et j'ai découvert qu'il y avait une start-up à La Rochelle, et je me suis dit tiens, et moi j'étais en pleine réflexion autour de création de boîte, et je me suis dit tiens, il faut quand même que je les contacte, c'est quand même marrant, c'est la start-up rochelaise. Et donc j'ai pris contact avec les fondateurs, donc c'était 2015. On s'est rencontrés le lendemain, et quelques jours après ils me proposaient de les rejoindre avec d'abord un rôle qui était effectivement plus pour les accompagner dans à la fois le financement de la boîte, parce ils étaient en pleine réflexion sur la série A, et aussi sur des sujets de scale, parce que les fondateurs, c'est des vrais entrepreneurs, et pour le coup, des vrais zero to one, vraiment dans la création. Ils étaient un peu moins à l'aise sur des sujets de scale, et notamment, je pense qu'ils avaient besoin de se soulager sur les aspects financiers, et c'est comme ça que je les ai rejoints. Donc il y avait une vraie complémentarité, c'est-à-dire que moi j'apprenais au côté d'entrepreneurs chevronnés, et en même temps, moi je pense que je pouvais leur apporter ce côté plus effectivement scale, structure. C'est ce qui a fait le début de l'aventure. Et après, les choses se sont fait, je dirais, naturellement. Pour la petite histoire, quand on s'est rencontrés, il m'avait dit bon ben voilà,
un jour tu prendras la tête de la boîte. J'y croyais pas du tout. Mais ça m'a quand même donné envie de les rejoindre. Et effectivement, il y a eu plusieurs étapes entre les différentes levées de fonds qu'on a fait et différents moments dans la boîte où ils ont eu, et je pense aussi, l'intelligence de céder leur place à un moment qui était le bon moment, pour moi comme pour eux. Et c'est ce qui a fait que les choses se sont fait quand même très naturellement. Ils sont encore aujourd'hui, pour l'un d'entre eux, présents au board et toujours disponibles quand j'ai besoin de les appeler. Mais cela dit, quand même assez audacieux comme ça, parce que en 2016, c'était assez tôt, il n'y avait pas encore le Covid, pas encore le télétravail. Rejoindre une boîte en dehors de Paris, à La Rochelle, sur un marché pour créer un outil CRM. Voilà, faut quand même pas mal d'audace. Comment est-ce que, justement, qu'est-ce qui fait la différence selon toi, qui l'a peut-être fait à l'époque, et comment vous arrivez à maintenir justement cette différence? Est-ce que c'est dans le produit? Est-ce que c'est dans la structuration des équipes? Voilà, comment vous arrivez à garder cette position dans un marché hyper concurrentiel? Mais ça, en fait, c'est ce qui, et je l'ai pas dit, mais c'est ce qui m'a donné envie de rejoindre le projet. Celle-ci, pour moi, il y avait deux énormes sujets. Il y avait d'abord, un marché immense et une ambition extrêmement forte sur ce marché. Les PME françaises, c'est 4 millions de PME. En Europe, c'est x10. Et celle-ci, à l'époque, c'était un peu la solution. C'était une des seules solutions qui vraiment voulait adresser ce marché de la PME, qui était assez mal adressé, qui est toujours mal adressé d'ailleurs, mais en 2015, c'était encore pire. Et il y avait vraiment ce côté, on a une ambition forte de s'imposer comme l'acteur de référence sur le marché des PME. Et ça, je trouvais ça hyper puissant. Et le deuxième point, et c'est probablement le plus important, c'est ce projet humain dont tu parles, ce choix assez audacieux d'aller installer une start-up tech, qui plus est, en dehors de Paris. Alors en 2015, c'était déjà pas courant. En 2009, au moment où ça a été lancé, c'était presque risqué de se lancer pour plein de raisons, parce qu'il n'y avait pas d'écosystème, il n'y avait pas de financement, les banques ne comprenaient rien à ce que tu faisais, elles ne comprennent pas toujours, mais en 2009, c'était encore pire. Voilà, il n'y avait pas les BPI, il n'y avait pas de fonds. Les fonds ne voulaient pas investir en province. Quand on levait des fonds, je me souviens très bien, même en 2015, il y a beaucoup de fonds qui ne voulaient pas investir parce qu'on n'était pas à Paris et qui pensaient qu'on n'arriverait pas à recruter, qui pensaient qu'on n'arriverait pas à se développer, à avoir des gens engagés. Bien au contraire. Moi, je pense que c'est ce qui fait la force de celle-ci. Et moi, c'est ce qui m'a convaincu dans le fait de rejoindre cette boîte qui aujourd'hui a réussi à créer 15 ans après eh bien une vraie communauté de gens qui sont venus de partout en France, parfois de La Rochelle aussi ou de Bordeaux, mais qui sont venus vraiment avec ce projet commun de se dire on va faire un projet ultra ambitieux en dehors de Paris. Aujourd'hui, c'est très commun. À l'époque, ça l'était pas du tout. T'as ce parcours du coup et effectivement ce qui t'a convaincu chez celle-ci, donc ça c'est hyper intéressant. Comme tu l'as dit, vous êtes lancé sur la levée de fonds. Donc en décembre 2021, vous avez fait votre série B. Vous avez levé 55 millions d'euros en allant voir près de 25 fonds, il me semble. 25, exactement, ouais. C'était le parcours du combattant. Ouais. Moi qui aime bien le sport, je pense qu'on peut parler de marathon carrément. Ouais, là c'est du marathon, ouais. Et justement, je pense que ça va vraiment intéresser, c'est comment est-ce que, qu'est-ce qui t'a le plus marqué avec du recul? Parce que je pense que c'est une période, voilà, dans laquelle t'étais très impliqué et qu'il y a un vrai tunnel, je pense. Qu'est-ce qui t'a marqué avec du recul? Comment, quand on parle de marathon, souvent le plus important c'est la préparation. Est-ce que tu as des conseils pour préparer une levée de fonds ou plus globalement, voilà, fixer des objectifs? Comment est-ce que, avec du recul, tu pourrais conseiller les entrepreneurs sur ce sujet-là? Déjà, ce que je voudrais dire, c'est que le montant, j'ai envie de dire, peu importe le montant, 55 millions d'euros, c'est en même temps énormément d'argent. À l'époque où on a fait cette levée de fonds, c'était presque considéré comme pas grand-chose, parce que tous les matins, il y avait une licorne qui était annoncée. En fait, ce qui compte, c'est pas le montant. La vraie question, tu l'as dit, c'est est-ce qu'il faut aller lever des fonds ou pas, et pourquoi nous, on est allé lever des fonds et pourquoi faire. Il se trouve que là, on est en 2020. 2020, tout le monde se rappelle à peu près où on était, chez nous pour beaucoup. On était en plein confinement successif. Il se trouve que nous, on opère sur un marché qui va aider justement les PME à vendre à distance, à collaborer dans un contexte de télétravail. Donc on avait un produit qui était extrêmement bien positionné sur les problématiques du moment. C'est toujours des problématiques actuelles, mais alors il y a 2-3 ans, c'était vraiment le sujet de toutes les PME qui était extrêmement peu digitalisé. Et donc on a vu cette opportunité d'accélération. Et c'est d'abord ça qui nous a donné envie d'aller
lever des fonds, d'aller faire cette série B. On avait déjà levé des fonds 4 ans auparavant, on avait levé 7 millions d'euros en 2018. Là, on a vu une opportunité forte de se dire, voilà, ce marché de la PME est en train d'évoluer. On faisait partie des seuls acteurs à l'adresser. On voyait de plus en plus d'acteurs qui s'y intéressaient parce que historiquement, c'était le marché avec des petits paniers moyens, c'était le marché avec des clients qui étaient potentiellement fragiles, donc ça a beaucoup de churn potentiellement. Là, on voyait que clairement, ce marché devenait intéressant, d'abord parce qu'il était extrêmement vaste et aussi parce qu'il était extrêmement peu équipé, avec une accélération de l'équipement. Donc on a vu beaucoup d'acteurs arriver et on s'est dit, c'est le moment d'aller lever des fonds. Pour prendre des parts de marché sur ce marché qui est en croissance. Juste pour donner des chiffres, mais le marché du CRM, à l'époque où on a levé, ça doit être à peu près sensiblement la même chose, c'était juste 2 milliards d'euros en France, et les PME étaient équipées à peu près entre 20 et 25%. Ça veut dire qu'on avait 3/4 du marché qui n'était pas équipé, et une partie qui était équipée qui était mal équipée. Donc énorme marché qui était en croissance de 30% par an. Et donc, on est parti faire cette levée de fonds pour se structurer, prendre des parts de marché sur le marché français qui était le nôtre. Et deuxième sujet qui était extrêmement important pour nous, la taille. Je suis encore convaincu qu'il y a une prime à la taille sur ce marché. Maintenant, il y a une multitude d'acteurs, de petits acteurs. Et donc, on a voulu aussi aller faire de la croissance externe pour aller plus vite sur ce marché, pour grossir plus vite, pour adjoindre à notre suite complète, parce que c'est aussi la valeur du produit, eh bien, des solutions qui venaient compléter l'offre qu'on proposait à nos clients. Et donc, c'était le deuxième objet de cette levée de fonds, c'était d'aller pouvoir trouver un actionnaire, parce que c'est pas simple en fait, qui puisse nous aider à faire de la croissance externe. Faire de la croissance externe, racheter des boîtes à notre niveau de maturité, c'est extrêmement difficile, parce que ça prend beaucoup de temps, il faut le financer, il faut l'exécuter et il faut l'intégrer. Alors, l'intégration, c'est peut-être le truc le plus, on va dire, intuitif et naturel quand on dirige une boîte, quand on est une équipe de management. En revanche, le sourcing de boîte, l'exécution d'un deal avec ce que ça implique en termes de due diligence, de valo, etc., et le financement, évidemment, c'est un projet qui peut paraître beaucoup plus abstrait, beaucoup plus complexe. Et c'est là où trouver le bon actionnaire qui puisse nous accompagner là-dessus est extrêmement important. Et ça nous a beaucoup aidé, justement, dans le choix de notre actionnaire et dans les quelques acquisitions qu'on a fait après. Justement, ces acquisitions que tu évoques, c'est finalement un process assez rare sur une levée de fonds et surtout sur l'implantation à l'international. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi ces entreprises-là, donc notamment à Barcelone? Comment vous avez fait votre choix? En fait, sur les acquisitions, on avait deux stratégies. La première, c'était on voulait ouvrir des nouveaux marchés à l'international. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y avait toujours un côté un peu d'ego, mais aussi de volonté de se dire on a réussi quelque chose sur la France, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas le réussir sur l'international. On a fait des tentatives dans le passé qui se sont révélées être des échecs cuisants. On s'est lancé même aux États-Unis, on s'est lancé au Royaume-Uni, on s'est planté. Et on s'est dit, à un moment, la croissance externe, c'est un moyen, finalement, de partir lancer sur un marché. Pas partir de zéro et de tout bâtir. Ce qui est difficile quand tu as un business à gérer en France, qui demande déjà toute ton attention. Racheter une boîte, c'était pour nous un moyen de partir lancer avec déjà une marque et sa crédibilité, une base client, un produit et des équipes qui puissent vendre et sur lesquelles on puisse, nous, déployer les solutions qu'on avait déjà sur le marché français. Donc ça, c'était le premier sujet de notre développement en croissance externe. Et deuxième sujet, c'était de pouvoir, comme je le disais tout à l'heure, étendre la suite et l'offre qu'on proposait à nos clients. Et donc, c'est ce qu'on a fait aussi. Donc, on a fait au final 3 acquisitions, 2 qui étaient en France sur des produits complémentaires, la brique marketing et la brique trésorerie aujourd'hui qui constituent celle-ci, et une acquisition en Espagne à Barcelone, là qui était vraiment le lancement de notre bureau en Espagne, avec aujourd'hui un produit qui était initialement devis facturation, et donc une boîte qui s'appelait Kipu. Alors en français ça se prononce très très mal, mais en espagnol ça passe. Et derrière on a pu déployer des solutions qu'on vendait sur la France, la trésorerie et demain le CRM pour pouvoir avoir une offre commune entre les deux pays. Donc ce qu'on comprend, c'est que c'était une volonté d'aller assez rapidement
explorer ces marchés et surtout pouvoir activer rapidement ces marchés avec des expertises déjà présentes sur place. Est-ce que du coup c'est pas difficile de vous étiez déjà à Paris, La Rochelle, Bordeaux, maintenant Barcelone? Pas à Paris. Bordeaux, La Rochelle, pardon, et Barcelone. Ouais. Comment tu fais justement pour essayer de à la fois j'imagine respecter la culture d'entreprise peut-être déjà en place et peut-être déjà très forte de ces boîtes que tu rachètes et à la fois pour essayer de diffuser une culture celle-ci auprès de ces nouveaux collaborateurs dans une nouvelle langue. Voilà, comment tu fais pour intégrer au mieux ces boîtes-là? En fait, dans la difficulté des acquisitions, le sujet de la culture, il est, pour moi et encore aujourd'hui, il est primordial. Il est d'ailleurs sous-évalué au moment où on fait une acquisition généralement. On regarde évidemment des métriques business, de synergie potentielle et évidemment le rationnel de l'acquisition, il est crucial puisqu'on rachète pas une boîte sans un rationnel fort. Et nous, le rationnel, c'était évident, c'était on voulait pouvoir faire du cross-sell sur notre base client et on voulait pouvoir lancer les nouveaux marchés. Ça, ok. Mais une fois que tu as fait ce premier filtre-là, il y a 50 façons de se planter en rachetant des boîtes que tu as achetées beaucoup trop chères, qui ne créeront pas la valeur que tu veux créer et surtout qui ne s'intégreront pas parce qu'à la fin, si ton produit et ta boîte n'est qu'une suite de rachats qui n'ont aucun lien entre eux, ça ne vaut même pas la somme des parties que tu leur as mis. Donc, c'est là où c'est important de comprendre que l'intégration, c'est ce qui crée la valeur et aux yeux potentiellement d'un actionnaire ou d'un futur actionnaire, les synergies que tu crées et notamment l'intégration, c'est ce qui crée la valeur. Et la culture là-dedans, c'est essentiel, notamment pour une boîte qui, je suis encore convaincu comme la nôtre, qui a grandi grâce à cette culture, notamment par un engagement des équipes qui a toujours été extrêmement fort et une adhésion au projet qui est extrêmement fort. Et donc, si tu rachètes une boîte, notamment de 50 personnes, comme on l'a fait en Espagne, qui n'adhère pas à ce truc-là, qui va en contresens, tu prends un énorme risque et déjà de faire une acquisition ratée, mais en plus de mettre à mal, on va dire, ton business actuel et la dynamique que tu as créée déjà rien que sur le marché français. Donc nous, c'était vraiment le point qui était crucial, qui était d'ailleurs souvent à sous-évalué par mes actionnaires, c'était le fit culturel. Et c'est très difficile à évaluer parce qu'en fait, tu peux pas, dans une période d'acquisition où la confidentialité reste un sujet quand même, tu débarques pas dans la boîte pour dire les gars, en fait on est en train de vous racheter, enfin tu peux pas malheureusement. Tu peux pas aller interviewer tous les collaborateurs de la boîte pour essayer d'évaluer le fit culturel, tester les valeurs, etc. Donc c'est un exercice assez périlleux et c'est là où moi mon rôle, j'ai passé une grosse partie de mon temps à essayer d'évaluer ça en échangeant un maximum avec le management qui lui était au courant de ces sujets-là pour évaluer s'il y avait fit ou pas fit. Et aujourd'hui, mais en tout cas, je suis extrêmement content des acquisitions qu'on a fait parce qu'il y avait fit et c'était encore une fois crucial. Maintenant, l'intégration, ça reste toujours un sujet pas évident, notamment sur l'international qui a été pour nous le vrai changement. On est passé d'une boîte de 15 ans franco-française à La Rochelle initialement où on parlait en français, on écrit en français, enfin voilà, il n'y avait pas un doc qui était en anglais dans la boîte, ou presque, à une boîte qui aujourd'hui, est internationale, avec une équipe en Espagne de 50 personnes, et le premier pas de l'intégration, c'est la communication. Donc si tu n'es pas capable de communiquer avec tes équipes, il ne se passe rien, tu exclus de fait le plus petit, donc les Espagnols. Donc ça a été un énorme sujet, ça a été comment on fait pour intégrer l'équipe, sans pour autant mettre de côté une partie de l'équipe française qui était peut-être pas tout à fait à l'aise en anglais. Et ça a été un grand débat. Je sais qu'il y a des boîtes, j'ai beaucoup échangé avec d'autres CEO de boîtes qui le faisaient de manière très violente, c'est-à-dire du jour au lendemain, tout est en anglais, ton Slack, tes emails, ta documentation. Nous, c'était pas possible. C'était pas possible. Si on avait fait ça, on aurait mis de côté 30% des collaborateurs en France et 30% des collaborateurs de la boîte espagnole qui n'étaient pas suffisamment à l'aise pour demain se dire ok, on va que communiquer en anglais. Donc on a fait un choix un peu hybride et progressif de se dire on va l'anglais est la langue par défaut et ça c'est important, c'est-à-dire qu'à un moment si on se pose la question de si on le fait en français, en anglais, en espagnol, il faut le faire en anglais. Et notre Slack c'est un espèce effectivement de mélange de langues, mais il y a des Slack qui sont en anglais, qui sont très généralistes, d'autres qui sont en français parce que ça concerne que la France, d'autres qui sont en espagnol parce que ça concerne que l'Espagne. Et petit à petit, on essaye justement de faire un maximum de choses en anglais, mais c'est pas facile.
Et c'est vrai que ça, c'est un vrai frein potentiellement à l'intégration. On essaye petit à petit de lever, mais c'est un vrai sujet. Et t'as dit un mot-clé tout à l'heure, qui est la notion de temps. Là, il y a tout ce sujet de culture d'intégration et d'incarnation de la culture que tu essayes de prendre aussi en tant que CEO. Tu vas avoir tout le travail, évidemment, de prospective, de veille, d'essayer d'identifier les tendances du marché, les opportunités. C'est quoi le secret, Siorda? Comment tu fais pour gérer ton temps et par rapport à tout ça, à tout ce que tu dois faire? Je pense que tu as dit un truc très important. Je pense que la plupart des erreurs qu'on a pu commettre chez celle-ci, et il y en a un paquet, ça a été souvent par méconnaissance, par manque d'information de notre marché. Alors je nous jette pas la pierre parce que c'est pas toujours évident, mais c'est vrai que le marché des PME, c'est un marché extrêmement vaste. Il y a beaucoup de secteurs d'activité. Nous, en plus, on adresse énormément de secteurs d'activité différents. Et donc, comprendre bien son marché, comprendre qui sont les autres acteurs qui adressent ce marché, c'est essentiel, plus on avance dans le temps, pour prendre les bonnes décisions, aussi bien sur des décisions stratégiques de croissance organique, mais également sur des acquisitions. Et c'est vrai que ça, c'est aujourd'hui une grosse partie de mon temps. Et ça l'a toujours été. La chance que j'ai aujourd'hui, c'est d'avoir des ressources que je n'avais pas à l'époque. Et la première ressource, c'est cette prospection de croissance externe. Pourquoi ? Parce que via notre actionnaire, qui est un fonds américain qui s'appelle PSG, qui nous a beaucoup aidé dans toutes ces acquisitions, et qui notamment nous a mis des moyens à disposition, et notamment des équipes qui font du cold call et qui appellent beaucoup d'entreprises de notre secteur pour essayer de soit évaluer si ces boîtes-là sont à vendre, si éventuellement elles seraient intéressées par rejoindre une aventure et une boîte un peu plus grosse. Et ça me prend aujourd'hui beaucoup de temps, très franchement, mais c'est un temps qui a énormément de valeur parce que ça me permet de comprendre beaucoup mieux le marché en parlant à des dizaines. Je pense que depuis 2 ans, j'ai peut-être dû parler à plus de 100 boîtes ou 150 boîtes sur mon marché, en France et en Europe. Et ça, c'est vraiment beaucoup de valeur parce que au mieux, ça finit par un deal et un beau deal et c'est super. Au pire, on apprend à mieux se connaître et il n'y a pas de mal à partager des éléments, même si on est un peu concurrent, même si on est un peu sur le même marché. C'est ça qui crée la valeur aussi derrière ta stratégie. Donc moi, c'est vraiment aujourd'hui un des éléments sur lesquels je passe le plus de temps et qui m'a beaucoup aidé. Je dirais que le deuxième grosse partie de mon temps, c'est de l'humain. Moi, j'ai fait le choix, je pense, comme dans beaucoup de boîtes. Et à chaque fois qu'on me demande conseil là-dessus, je dis la même chose. Je garde les RH en direct. Pour moi, c'est un aspect qui est crucial dans le développement de la boîte parce qu'encore une fois, c'est l'engagement des équipes qui va faire le succès d'une boîte ou non. C'est l'adhésion au projet et ne pas avoir les RH en dessous du CEO, je pense que c'est une erreur. Donc moi, je passe encore beaucoup de temps sur ces sujets et notamment sur ces sujets d'intégration dont j'ai parlé, qui font partie des sujets humains. Et puis, évidemment, des sujets clients, comprendre ce que nos clients veulent, et c'est très compliqué sur un marché qui évolue beaucoup, mais je passe beaucoup de temps là-dessus, et je dirais que le dernier tiers-temps, le quatrième tiers-temps, parce qu'on n'arrive jamais à faire tenir tout dans une journée, c'est le temps qu'on passe avec ses actionnaires, et moi j'y passe forcément beaucoup de temps. Aujourd'hui on a un fonds qui est majoritaire en plus au capital, donc forcément j'ai vu les différentes gouvernances entre d'avoir des fonds minoritaires, un fonds majoritaire, ça demande pas le même investissement aussi, donc ça c'est un peu, voilà comment je split le temps. J'imagine que effectivement ça doit te prendre du temps, ce temps passé avec tes actionnaires. Au-delà du temps que ça peut te prendre, comment tu fais pour gérer? J'imagine que tu as peut-être des enjeux différents. Il y a peut-être un enjeu à plus court terme, demandé par tes actionnaires de créer de la valeur à court terme, assez ambivalent, avec un enjeu peut-être plus visionnaire à long terme de stratégie de développement. Comment est-ce que tu fais pour, vis-à-vis de tes actionnaires, gérer cette ambivalence entre des enjeux court terme et vision long terme? C'est une vraie question, et l'avantage, c'est que normalement, si tu as les bons actionnaires au capital, 90% du temps, c'est pas un sujet. Parce que il y a forcément un alignement fort entre tes actionnaires et toi, et j'ai envie de dire ta boîte de manière générale, parce que ce qui inquiète le plus tes actionnaires, c'est que ta boîte parte au tapis, que tu fasses
des erreurs. Et là-dessus, tout le monde est aligné avec ça. Tes salariés, ton management, etc. Donc, 90% du temps, c'est pas un sujet, et heureusement, parce que sinon ce serait épuisant de faire ce boulot avec un désalignement fort. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ça arrive qu'il y ait des sujets de potentiellement désalignement court terme, long terme. Moi, je pense que là-dessus, ce qui est important, c'est d'être, en tant que CEO, de regarder plus loin que le court terme, quoi qu'il arrive. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire que je pense que je ne ferais mal mon boulot si je regardais un horizon d'investissement qui est celui de mes actionnaires, forcément. Maintenant, c'est tes actionnaires, il faut aussi les écouter. Donc toi, tu regardes plus loin et à un moment, c'est une vraie discussion sur qu'est-ce qui a le plus d'intérêt pour tout le monde à la fin. Mais ouais, ça arrive que potentiellement, il y a les décisions court-termistes versus long terme. Ça fait partie du jeu, il faut l'accepter. Heureusement, c'est loin d'être le quotidien d'une boîte. C'est loin d'être mon quotidien en tout cas. Et si on se donne un peu plus de prospective, justement, ça va être quoi la méthode un peu que vous allez essayer de mettre en place pour garder cette position concurrentielle? On parle beaucoup d'IA. Est-ce que c'est un des sujets que vous allez vouloir développer? Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est quoi la suite? Alors, on peut parler d'IA 5 minutes parce que bon, généralement on parle beaucoup d'IA sur beaucoup de sujets en ce moment et l'IA est un sujet pour nous comme dans toutes les boîtes. Je pense que s'il n'y a aucune boîte aujourd'hui, notamment dans l'univers tech, qui ne met pas l'IA à un moment dans sa roadmap. Pour nous, l'IA, c'est deux sujets, comme dans beaucoup de boîtes qui font du software. C'est évidemment un sujet produit. Comment notre produit va évoluer avec l'IA. Et il y a des centaines d'opportunités qui vont faire évoluer l'utilisation d'un CRM, notamment, avec l'IA. La génération de contenu sur du marketing, c'est une évidence, ça existe déjà. La génération de contenu sur des emails, pouvoir échanger avec ces données, faire de la prospective sur voilà qu'est-ce que sera mon chiffre d'affaires demain, qui sont les clients avec lesquels j'ai le plus d'opportunités de faire du cross-sell, quels sont ceux qui vont churner demain. Donc, tout ça, évidemment, quand on fait de la vente, il y a vraiment des évidences sur comment les produits vont évoluer. La réalité, quand même, c'est qu'aujourd'hui, nos clients, la PME, elle est un peu loin de ces considérations-là. Le vrai sujet pour une PME aujourd'hui, déjà, c'est de s'équiper d'un outil. L'IA générative, chez beaucoup de nos clients, c'est un mot qui ne résonne pas. Et nous, on adresse des boîtes qui sont matures digitalement, mais aussi beaucoup de boîtes qui ne sont pas du tout matures. Donc pour nous, le vrai enjeu de nos clients aujourd'hui, c'est de s'équiper. C'est de s'équiper d'un outil. Et l'enjeu pour ces clients-là, pour la PME, pour nous, c'est l'expérience client, l'ergonomie, la simplicité d'usage, essayer de casser ce frein à l'équipement d'un outil qui peut faire peur parce qu'on pense tout de suite aux gros outils, c'est compliqué, ça va coûter cher, il y a du déploiement, etc. Et nous, c'est ce qu'on essaie d'éviter et c'est vraiment ce sur quoi on lutte au quotidien, c'est embarquer nos clients dans une expérience qui soit simple et ça a beaucoup plus de valeur à très court terme que, on va dire, l'automatisation, la prédiction, etc. Ça viendra. Ça vient déjà dans nos outils, on commence à mettre en place dans le CRM un peu d'IA générative, mais c'est le début. Et le deuxième aspect, et ça je pense que c'est un aspect qui concerne toutes les boîtes, et ça par contre c'est un aspect sur lequel on travaille activement aujourd'hui, c'est comment l'IA en interne, donc là en tant que boîte, pas en tant que solution, peut rendre le travail des collaborateurs plus intéressant. Comment on peut limiter les tâches, le chronophage qui font qu'au bout de quelques années, ça devient fatigant de faire la même chose. Et ça a beaucoup de valeur parce que ça amène des perspectives pour les collaborateurs sur comment mon métier va changer. Et en plus de ça, comment mon métier va changer et comment moi je peux aussi apprendre de l'IA, comment je peux apprendre de ces technologies qui vont demain seront essentielles en fait quand on recrute un collaborateur. C'est est-ce que tu as déjà travaillé avec des outils d'IA générative? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Donc ça a de la valeur énormément pour les collaborateurs. Vaste sujet, comme tu le dis. Malheureusement, il nous reste que très peu de temps. Est-ce que tu as, sur cette dernière minute, un dernier conseil pour les entrepreneurs dans la salle? Je peux en avoir plein, questions très ouvertes. J'ai peut-être un conseil. Je pense que j'ai dit beaucoup de choses sur lever des fonds et c'est le thème de cette conférence. Je pense que encore une fois, la métrique, la vanity métrique, c'est pas ce qui importe, c'est pas le montant. Lever des fonds, c'est pas forcément une fin en soi, et je le dis parce que j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui viennent me parler aujourd'hui pour me dire voilà comment t'as fait pour lever des fonds, comment t'as fait pour lever ce montant. En fait, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est est-ce que déjà tu as besoin de lever des fonds, est-ce que tu as envie de lever des fonds. Je tiens à dire parce qu'aujourd'hui, à une époque, c'était ce qui faisait la réussite d'une boîte,
Et malheureusement, encore aujourd'hui, un des seuls moyens pour des boîtes de faire de la presse, c'est de lever des fonds et d'afficher des gros montants, ce qui est dommage. C'est comme ça. Mais encore une fois, lever des fonds, c'est pas une fin en soi. Et je veux vraiment dire, nous, on l'a fait parce que sur notre marché, c'était un marché qui nécessitait de l'investissement. Il fallait qu'on aille vite, mais c'était pas forcément ce qu'il fallait faire pour d'autres boîtes. Et à l'inverse, je pense qu'il y a des entrepreneurs qui sont pas prêts non plus à lâcher trop de parts. Si vous n'êtes pas prêt, il faut pas le faire. Donc moi, je pense que c'est important là-dessus d'être au clair sur ce qu'on a envie de faire et pas d'aller dans le moule et dans la vague de lever des fonds, parce que c'est pas la seule finalité d'une boîte, et je tiens à le dire. Super. Merci Victor. Merci.